Xiaohua, sous la pluie battante, s'est précipité vers ma porte, juste pour passer une nuit avec moi. Mais je l'ai rejeté. Le lendemain, Xiaohua a été retrouvée morte dans la ruelle derrière chez moi. Depuis, rongé par la culpabilité, j'ai rejoint l'école de police et j'ai enquêté avec acharnement sur le vrai coupable. Mais Baoyu a effacé toutes les traces. Pendant 10 ans, aucune piste. Et puis, soudainement, un éclair. Camarade Zhu, j'ai entendu dire que tes parents travaillent à l'étranger et que tu es seul à la maison. Pourrais-tu me laisser rester chez toi quelques jours? Je peux faire le ménage. Je regardais la personne devant moi. Elle tendit la main pour toucher. Le papier blanc, instinctivement, voulait se recroqueviller, mais pour demander de l'aide, elle se retint de toutes ses forces. Elle resta immobile. Le contact froid sur le bout de ses doigts et sa légère réaction tremblante me disaient clairement qu'elle était vivante. Je suis vraiment revenu. C'est incroyable. Le papier blanc recula, effrayé, glissa et tomba en arrière. Je l'ai attrapé par la taille d'une main agile et l'ai ramené dans mes bras. Sous l'averse, un espace se créa entre nous. Elle n'osait pas bouger dans mes bras. Je relâchai rapidement ma prise. Je me retirai à la lueur de la lampe. Tu as froid, n'est-ce pas? Je voulais te réchauffer un peu. Désolé, ce n'est rien. Je me décalai. Je la fis entrer. En voyant son visage sans couleur, mes pensées s'emballèrent. Après que le malfaiteur ait commis ce crime à Shinai, il a disparu sans laisser de traces. Cette fois, je ne demande pas seulement. J'utiliserai mon expérience d'enquête de plusieurs années. Je vais aller sur les lieux du crime ce soir pour trouver le vrai coupable. Le papier blanc se tenait nerveusement à l'entrée. Elle tirait timidement sur son pied. Quand elle me vit me retourner pour prendre des chaussons, elle paniqua davantage. Ah, mes chaussettes sont mouillées. Je vais salir les chaussons. Je vais entrer pieds nus. Je t'aiderai à nettoyer plus tard. Un homme et une femme seuls dans une maison par une nuit pluvieuse. Complètement trempé, il était dans un état d'anxiété extrême. Il enfonça ses ongles dans sa paume. Se forçant à se calmer, profitant de mon dos tourné, il scruta rapidement les environs du regard. Ce n'est qu'en voyant la tasse de thé chaud et le désordre sur la table basse qu'il se détendit légèrement. Ses cheveux. Si ça ne te dérange pas, tu peux prendre ça d'abord. Peux-tu me prêter un autre vêtement? Mes vêtements sont un peu mouillés. Je remarquai alors qu'elle ne tenait que la partie trempée. De toute façon, il faut changer de vêtements. Allons prendre un bain chaud. Sinon, tu vas attraper froid. Il n'y a pas de baignoire dans la chambre d'amis. Va dans la salle de bain de ma chambre. Je vais faire couler l'eau chaude. En entendant que j'allais dans ma salle de bain, le papier blanc baissa la tête avec embarras, répondit d'une voix faible, et un bruit d'eau résonna dans la salle de bain. Le papier blanc me regarda faire les 100 pas et prit enfin son courage à deux mains. Camarade Zhu. Appelle-moi par mon prénom. Tu veux me demander pourquoi je ne te demande pas la raison de ta venue. Le papier blanc leva la tête avec surprise. Une jolie fille comme toi, qui frappe à ma porte par ce temps de déluge pour être accueillie. Il doit y avoir une raison irrésistible. Si tu ne peux pas en parler, il serait impoli d'insister. En entendant ces mots, les yeux de Bézi se sont embués. Je ne m'inquiète pas de tes intentions. Mais n'as-tu pas peur qu'en vivant ici, j'ai des intentions malveillantes envers toi? Bézi s'appuya contre le mur. Elle se mordit légèrement la lèvre, sentant une douce chaleur envahir son corps. Ses beaux yeux me fixaient hardiment. Cette réponse a directement coupé court à toute tentative de ma part pour en savoir plus, pensant qu'il y avait encore une chose importante à faire ce soir. Je te crois. J'ai retiré ma main en souriant. Bézi s'est retourné et est entré dans la salle de bain. Ce merci l'était moitié pour le fait d'être hébergé, moitié pour ma compréhension et ma tolérance. En entendant le bruit de l'eau venant de la salle de bain, je me suis retourné en souriant et j'ai quitté la chambre pour préparer du thé au gingembre. Peu de temps après, la porte de la salle de bain s'est ouverte. Bézi est sorti dans un sweatshirt ample, ses joues légèrement rougies par la chaleur, laissant apparaître la peau pâle juste au-dessus de ses genoux. Les chaussons sont prêts pour toi. Bézi a enfilé des chaussons en peluche réchauffée. Le sentiment de malaise dans mon cœur s'est dissipé. Dès qu'il est sorti de la chambre, il a senti l'odeur douce et chaleureuse du thé au miel et au gingembre. J'ai approché avec une tasse. Viens, bois un peu de thé au gingembre. Bézi a pris la tasse. Merci. Elle a siroté une petite gorgée. Veux-tu que je te fasse des nouilles? Est-ce trop gênant? Qu'est-ce qui est gênant? C'est une question de quelques minutes. Fais-le d'abord, je vais t'ajouter 2 œufs. J'allais me lever. Mais j'ai été arrêté par une petite main. Je peux faire des œufs au plat, je vais t'aider aussi. Ma dextérité avec le couteau a beaucoup surpris Bézi. Sur la planche à découper, des tomates et du jambon ont rapidement été coupés en dés. Bézi est montée sur un petit tabouret. Elle s'est levée sur la pointe des pieds pour attraper la boîte d'œufs du dessus. Dans le même temps, elle a perdu l'équilibre sur le petit tabouret. Je me suis précipité par derrière pour la soutenir. Son corps s'est relâché et elle est tombée directement dans mes bras. La douceur de sa peau et le parfum d'agrumes de ses yeux humides se sont soudainement mêlés. Nous sommes restés immobiles. Ce n'est que lorsque les éclaboussures d'eau du pot de soupe qui bouillait ont brisé cette atmosphère intime que j'ai rapidement retiré ma main. Je me suis reculé d'un demi-pas. J'ai mis ma main dans la sienne. Tu peux tenir la soupe, je vais prendre les œufs. Je me suis retourné et j'ai vu mes propres oreilles rougir dans le miroir. Il s'avère que depuis tant d'années, je n'étais pas insensible aux filles. C'est juste que personne d'autre ne pouvait me faire ressentir une telle excitation. Bézi, le visage rouge. Elle a baissé la tête et a remué les nouilles. Le crépitement de l'huile masquait parfaitement le rougissement de son cœur. L'arôme des nouilles à la tomate a rapidement rempli la cuisine.
J'ai servi les nouilles sur la table, en évitant délibérément ses doigts légèrement tremblants. Au moment où la télévision s'est allumée, Bézi a soudainement serré ses baguettes. J'ai toussé maladroitement. J'ai rapidement accédé à l'interface de commande de film à la demande sur la télévision. J'ai ouvert un dessin animé. J'avais presque oublié qu'à l'époque, c'était parce que j'avais peur d'être découvert en regardant ça que j'avais refusé de laisser le rire entrer. Heureusement, après tant d'années de réflexion, ma peau est beaucoup plus épaisse maintenant. J'ai fait semblant de rien et j'ai rapidement coupé la scène. Bézi a rapidement changé de sujet. Tu cuisines si bien. Je prends une serviette en papier. Je lui essuie doucement la petite goutte de sueur sur le bout de son nez. Tu transpires. Le froid est sorti. Mange doucement, il y en a encore dans la marmite. Il mangeait les nouilles avec concentration. Il a mangé les nouilles et le bouillon jusqu'au bout, le visage plein de satisfaction. Tu as été rassasié avec un bol? À peine a-t-il fini de parler qu'un coup de tonnerre a éclaté dehors. Par réflexe, j'ai regardé le tableau. Il est 21h57, il ne reste qu'une demi-heure avant l'heure de la découverte du corps. Cette fois, je dois voir clairement le visage du meurtrier. Le temps est compté, je vais partir immédiatement enquêter près de l'endroit où le corps a été trouvé. Je prends un verre d'eau. Et une couverture pour le couvrir. Puisque tu as fini de manger, va regarder la télévision dans le salon. Je disparais. Je reviendrai te laver ce soir. Je sors acheter quelque chose à manger. Je reviens vite. Il fait si grand soleil dehors, tu sors? Ce n'est rien. C'est très proche. En arrivant à la porte, je me suis soudainement arrêté. Je me suis retourné. Je m'inquiète que ce crime soit prémédité. Avant mon retour, ne laisse personne entrer, peu importe qui sonne à la porte. J'ai la clé. Je ne sonnerai pas entendant mes instructions, Bézi a hoché la tête docilement comme un chaton. Dans le conflit, alors que la porte se fermait, regardant la pièce vide. Il était recroquevillé sur le canapé, attendant tranquillement mon retour. Je suis sorti sous un parapluie noir, entrant dans le brouillard. J'ai jeté un coup d'œil à ma montre étanche. Il est 21h58. Le légiste avait précédemment estimé. L'heure du décès de Bézi était vers 22h30. Mon objectif ce soir est sur le chemin qu'il empruntait avant. Ce magasin de proximité ouvert 24h24. Auparavant, Bézi avait emprunté un parapluie au magasin et s'était dirigé vers la ruelle du crime après avoir mangé. Mais ce soir, il est resté chez moi. Mais je dois confirmer si la limite de temps va se produire. Un double corrigé. Faire en sorte que quelqu'un d'autre meure à cet endroit à la place de Bézi. Je ne permettrai jamais que cela arrive. En chemin, j'ai sorti mon téléphone pour vérifier la surveillance à la maison. À l'écran, Bézi était assis sur le canapé, les genoux serrés, regardant la télévision. J'ai confirmé qu'il restait sagement à la maison et qu'il ne courait pas partout. Ma maison approchait. Je me suis dépêché. En arrivant près du magasin de proximité, j'ai entendu un médecin fredonner. À côté de la poubelle à l'entrée de la ruelle, il y avait une silhouette mince et petite, et à côté, une boîte en fer blanc tombée. Je l'ai reconnu d'un coup d'œil. C'était YZ, un camarade de classe que j'avais déplacé et qui était souvent victime d'intimidation. En entendant ma voix, ils se sont enfuis comme s'ils avaient vu un fantôme. Il ne restait plus que le son de la pluie frappant la boîte en fer dans la ruelle. Je me suis accroupi. La lumière de la lampe de poche brillait sur la tête de YZ. Tu vas bien? Veux-tu que je t'accompagne à l'hôpital? Il y avait encore une cicatrice de brûlure sur son poignet datant d'il y a 3 mois. J'ai tendu la main pour l'aider. Elle a reculé, retirant sa main. La boîte en fer est tombée contre le mur. Un bâton de cire et une moitié de sac de croquettes ont roulé dans l'eau. Oh mon Dieu! Elle a baissé la tête pour ramasser son sac à dos. Sa frange cachait ses larmes. J'ai remarqué que sous l'ongle de son index gauche il y avait de la poussière de couleur rouge sombre, comme de la boue séchée. Sous une pluie aussi forte, tu sors pour nourrir les chats errants? YZ grogna doucement. Soudain, il toussa violemment. Sa silhouette solitaire se tenait sous la pluie. J'ai enlevé mon manteau et le lui ai jeté. Mets-le. Ta mère n'est-elle pas en voyage d'affaires? Si tu tombes malade, qui s'occupera de ton frère? C'est à ce moment-là qu'une image de surveillance est soudainement apparue dans mon esprit. Bézi semblait avoir vu quelque chose devant le dépanneur auparavant. C'est pourquoi il est entré dans la ruelle. Maintenant, en voyant YZ, Bézi a quitté le dépanneur. Il est venu pour arrêter ce harcèlement. Son apparence trempée pourrait très bien transformer le harcèlement de ces voyous en une agression. J'ai essayé de me souvenir de l'expression de YZ ce jour-là. Ses blessures étaient bien plus graves qu'aujourd'hui. Pourtant, il n'a pas réagi de manière excessive à la disparition de Bézi. Cela signifie qu'il est très probable qu'il ait retenu les voyous de toutes ses forces auparavant. C'est ainsi que Bézi n'a pas été emmené par eux. Puisque ce n'était pas eux, le vrai coupable doit être quelqu'un d'autre. Après une série de déductions, j'ai immédiatement identifié une information clé. Par un temps de pluie aussi battante. Celui qui est sorti avec ce petit couteau mortel est le principal suspect. Je me suis souvenu que les 3 voyous portaient très probablement sur eux. Je me suis immédiatement énervé. Je les ai laissés partir tout à l'heure. Quant à YZ, couvert de blessures. Il a réussi à survivre jusqu'à l'obtention du diplôme auparavant, donc je vais devoir le laisser de côté pour l'instant. Si tu vas bien, rentre vite chez toi. Je me suis levé pour partir, mais je me suis arrêté pour jeter un coup d'œil. Le parapluie de YZ est cassé. Tu as cassé ton parapluie. Prends celui-ci. J'ai encore des choses à faire, je ne peux pas te raccompagner. Fais attention et rentre vite. Sans attendre que YZ refuse, je me suis déjà lancé dans la pluie battante, courant jusqu'à disparaître. À cause de la pluie,
Les 3 voyous n'ont pas couru loin et se cachaient sous un avant-toit pour s'abriter de la pluie. Ils discutaient bruyamment pour savoir s'ils devaient me ligoter avec un sac en jute et me frapper, mais à cause de mon statut familial. Ils n'osaient pas agir à la légère. Alors qu'ils hésitaient, j'étais déjà arrivé devant eux à une vitesse fulgurante. Les 3 voyous, aveuglés, pensaient que j'étais venu réclamer de l'argent et reculèrent en agitant les mains. « Eh, 3 amis, je peux emprunter quelque chose ?» Les 3 se regardèrent, pleins de méfiance. « Nous ne prêtons pas d'argent. Empruntez autre chose. » Les 3 me regardèrent avec une expression choquée. Je les fixai. Avec un sourire inoffensif. « Empruntez un couteau. » Les 3 voyous restèrent figés. Ils ne semblaient pas avoir compris ma demande. « Vous 3, qui traînez dans la rue, n'auriez pas un couteau sur vous quand vous sortez ?» Le calcul a fonctionné. Le chevelu vert, mécontent, sortit de sa poche un couteau papillon et commença à le faire tourner devant moi. J'ai jeté un coup d'œil. Et j'ai déterminé que ce n'était pas le couteau à fruits à lame lisse du rapport d'autopsie. Celui-ci était trop fantaisiste. Sous l'effet de la récompense, j'ai offert 100 yuan pour un couteau similaire à un couteau à fruits. Les 2 autres voyous sortirent précipitamment un couteau suisse multifonction et un couteau pliant militaire d'un éclat froid. Aucun des 2 couteaux n'était l'arme que je cherchais. C'était de bons couteaux, dommage que je n'ai que 100 yuan sur moi. J'ai laissé tomber, ignorant les voyous qui me soupçonnaient d'être dupés et me maudissaient, et je me suis retourné pour me replonger dans le rideau de nuages glacés. Ces 3 voyous n'avaient pas l'arme que je cherchais, cette piste était complètement coupée, un sentiment d'anxiété intense me brûlait dans la poitrine. En fait, la méthode la plus simple pour résoudre l'affaire était de refuser le papier blanc comme avant, puis de le suivre secrètement. On aurait pu attraper le vrai coupable en flagrant délit au lieu de l'agression, mais si je devais le refaire, le voir indemne à nouveau. Je ne pouvais pas contenir mon excitation. Je préférerais choisir une recherche exhaustive plutôt que de risquer sa vie. Je suis retourné au dépanneur pour acheter un parapluie. Le prévenant employé m'a donné une serviette propre. Pour m'essuyer la pluie sur la tête. Je suis entré profondément dans le tissu de la serviette et j'ai mis mon téléphone dans un sac étanche. Ensuite, j'ai imité les mouvements et les pas de Bézi sortant auparavant, j'ai rouvert mon parapluie et je suis entré à nouveau dans le vent et la pluie. Dès que je suis entré dans la pluie, le vent a grondé et m'a emporté. J'ai marché sur les vitres brisées par la pluie. J'ai finalement atteint le point aveugle de la caméra de surveillance. C'était précisément le lieu du crime mentionné à plusieurs reprises dans le rapport d'analyse des preuves. Mon bracelet étanche brillait, indiquant 22h17. Le vent a commencé à souffler fort. J'ai directement retourné mon parapluie, je l'ai tenu en l'air, laissant la pluie me frapper de plein fouet. Mon téléphone a vibré dans le sac étanche. Je me suis appuyé contre le mur de briques humides et j'ai ouvert la surveillance de la maison. Dans la lumière jaune chaude. Bézi était recroquevillé dans le coin du canapé, se frottant nerveusement les pieds et jetant des regards fréquents vers la porte. Son expression mêlait à la fois la détresse et une certaine inquiétude. Plus que quelques instants. Ne t'inquiète pas. Il est 22h29. Un bruit de métal s'est soudain fait entendre. Je me suis immédiatement approché avec méfiance, mais j'ai vu un visage familier de manière inattendue. Zhang Yan, connu comme un voyou notoire. À ce moment-là, il était assis sous un auvent de protection dans un bâtiment en ruine, épluchant une pomme avec un couteau à fruits. Ce n'est pas toi, Lao Zhu? Il est tard, le vent et la pluie sont si forts, tu ne prends pas ton parapluie, pourquoi viens-tu ici? Je suis sorti faire quelque chose, mon parapluie a été abîmé par le vent, et toi, qu'est-ce que tu fais ici à cette heure tardive? Zhang Yan a utilisé la pointe de son couteau pour soulever la pomme épluchée d'un sac en plastique. Je savais que son identité de voyou n'était qu'une façade. Il m'a apporté des fruits. Mais j'ai été renvoyé. Sa famille est pauvre et sa mère est atteinte d'une grave insuffisance rénale. Elle était en sanglots, portant des plâtres antidérapants couramment utilisés dans les couloirs d'hôpitaux. Son corps dégageait une odeur de désinfectant typique des soins intensifs. Cependant, mon regard était fixé sur le couteau à fruits dans sa main. Les caractéristiques de ce couteau correspondent exactement à la description de l'arme du crime dans l'affaire de Bézi. Pourquoi restes-tu dans la pluie? Dépêche-toi de venir. Ma maison est juste à côté, je peux te prêter un parapluie. Au moment où je suis entré sous l'auvent, le téléphone de Zhang Yan a soudainement sonné. Une voix paniquée d'une infirmière est venue de l'intérieur, disant que l'oxygène de sa mère avait chuté. J'ai ramassé le couteau dans la boue. La sensation froide est venue. Après une inspection minutieuse, j'ai confirmé complètement. À cette heure, à cet endroit, la taille et le style correspondent parfaitement. C'est l'arme clé qui a tué Bézi. Si l'arme a été abandonnée par inadvertance par Zhang Yan, alors le vrai coupable pourrait très bien être dans la prochaine demi-heure. Il passera par là et la ramassera. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai jeté le couteau à sa place. Fort de mes années d'expérience en enquête, j'ai scruté l'obscurité, attendant patiemment. La pluie tombait à verse. À 22h35, un ivrogne titubant s'est réfugié sous l'abri, un vagabond sur des assiettes en tissu. Il a renversé une canette, ses chaussures de toile boueuse ont heurté le manche du couteau, enfouissant la lame dans la boue. Puis, en donnant des coups de pied à une demi-bouteille de vin, il est parti en titubant. À 22h47, un livreur à vélo a freiné brusquement. Il a accidentellement marché sur le couteau et est tombé. Il s'est relevé lentement et a donné un coup de pied à la lame dans une fissure du caniveau. La boue a instantanément recouvert tout le couteau. Il était 22h55. Le couteau recouvert de boue. Il était déjà très difficile qu'on le découvre par hasard.
Il ne restait que quelques minutes avant l'heure estimée de la mort de Bézi. Soudain, une silhouette noire vêtue d'un imperméable noir et portant un masque a traversé l'allée. Elle a baissé la tête. Elle s'est dirigée d'un pas envers le couteau recouvert de boue et s'est accroupie. Tous mes muscles se sont instantanément bandés comme des cordes d'arc. Au moment où sa main a saisi le manche du couteau, une cicatrice de brûlure à l'acide bien visible est apparue sur son poignet exposé par sa manche. Je suis sorti brusquement de l'obscurité, et à la faible lumière, j'ai clairement vu le visage sous l'imperméable. C'était Li Mingjuan, le professeur de chimie, connu comme un homme bon à l'école. Mon cœur a été secoué. Il y a 3 mois, c'est lui qui avait aidé des élèves qui se chamaillaient dans le laboratoire et s'étaient brûlés à l'acide. Après coup, il a même réconforté avec douceur les élèves responsables. Il était aussi connu pour être un homme soumis et n'avait jamais reçu de critiques dans les environs. Mais si le coupable était lui, tous les doutes précédents seraient-ils clairs? Bézi avait été attaqué dans une ruelle sombre auparavant. Il n'a pas fui, parce qu'il croyait absolument en cet homme bon et doux. Si Li Mingjuan avait proposé de l'aider à se cacher, et l'avait ramenée chez lui pour qu'elle soit soignée par sa femme. Dans une nuit pluvieuse si désespérée, Bézi n'aurait eu aucune méfiance. En pensant à cela, j'ai ressenti une immense compassion, mais je ne pouvais pas agir impulsivement. Après tout, Li Mingjuan n'avait pas encore commis de crime. J'ai décidé d'utiliser des tactiques d'interrogatoire pour sonder le but de sa sortie nocturne. Professeur Li Mingjuan, il a immédiatement levé la tête et m'a vu tremper. Son visage était plein de surprise et de préoccupation. Comment vous êtes-vous mis dans cet état si tôt le matin? Je suis sorti pour régler une affaire. J'ai été surpris par la pluie. Professeur Li, pourquoi êtes-vous sorti sous une telle pluie? Je l'ai simplement regardé. Je me suis concentré pour capturer l'hésitation fugace dans ses yeux. Ce n'est rien. Je suis juste sorti acheter des cigarettes. Il mentait. Li Mingjuan ne fumait pas. Il était même universellement reconnu comme un homme bon. Mon imperméable est assez grand, entrez et abritez-vous d'abord. Je vous raccompagne chez moi et je vous prête mon imperméable. Il est resté avec son sourire amical. J'ai hoché la tête d'un mouvement lent, me suis glissé sous son imperméable, et il a posé sa main sur mon épaule. Tout le long, je marchais comme un lion, l'air hagard et hagard. Arrivé à la porte d'entrée, Li Mingjuan a soudainement sorti son téléphone. Il a envoyé un message puis l'a rapidement retiré. J'ai oublié mes clés. Attends un peu. Mais je sentais clairement qu'il avait ses clés à la ceinture. C'est le deuxième mensonge qu'il raconte ce soir. Mes doutes ne cessaient de grandir. Après un moment, la porte s'est finalement ouverte. C'est l'épouse de Li Mingjuan qui a ouvert la porte, Shen Qing, professeur de chimie dans la même école. La lumière chaude du vestibule filtrait. J'ai aperçu la bouteille de vin rouge renversée sur la table basse du salon, les bougies parfumées allumées et les pétales de rose éparpillés. À cet instant, mon esprit s'est éclairci, tous les indices se sont soudainement connectés en une trajectoire claire. Le professeur Li avait prévu une soirée romantique avec sa femme ce soir, mais il s'est rendu compte qu'il manquait des produits de première nécessité et est sorti en hâte pour les acheter. Dans ses habitudes d'éternel gentilhomme, il a profité pour nettoyer les débris qui bloquaient l'égout et a trouvé accidentellement ce couteau à fruits. Comme il m'a vu, il n'était pas à l'aise pour aller acheter des produits, et il ne me laissait pas seul. Alors il m'a ramené. Et le fait de prétendre avoir oublié ses clés et d'envoyer un message, c'était juste pour laisser à sa femme, qui portait une nuisette coquine, le temps de se changer. Tous ces comportements étranges, à ce moment-là, ont été expliqués de manière raisonnable. Pourquoi es-tu là à cette heure? Désolé. Viens vite, essuie-toi avec cette serviette. Merci, madame. Je prends la serviette et m'essuie les cheveux, mais mes doutes se transforment en une plus grande perplexité. Shen Qing remarqua que Li Mingjuan tenait toujours un couteau sale et demanda curieusement. Où l'as-tu trouvé? Pourquoi est-il si sale? Je l'ai trouvé à l'égout. Il y avait beaucoup d'ordures. J'avais oublié que c'était le week-end, dit Li Mingjuan, et il s'apprêtait à jeter le couteau à la poubelle. Mais j'ai soudain senti que quelque chose n'allait pas. Attendez, professeur Li, laissez-moi voir ce couteau. Li Mingjuan retourna le couteau avec une expression perplexe, la pointe vers l'intérieur, le manche vers l'extérieur. Donne-le-moi. Ce geste instinctif de protection contre le danger a de nouveau confirmé sa douceur innée. J'ai pris le couteau à fruits et l'ai examiné attentivement. Mon visage a instantanément changé. La lumière était trop faible avant pour bien voir. La lame de ce couteau présentait une légère déformation. C'était clairement causé par Zhang Yan qui avait coupé quelque chose de dur avec. Le rapport d'autopsie ne mentionnait aucune déformation. Les coupures seraient sensiblement différentes. Cela signifiait que la véritable arme du crime n'était pas du tout ce couteau. J'avais complètement fait fausse piste. J'ai soudainement jeté un coup d'œil à ma montre. Il est déjà 23 heures. Le véritable meurtrier ne fait peut-être qu'apparaître à ce moment. Mon cœur s'est emballé. J'ai rapidement rendu la serviette à Shen Qing. Désolé, professeur Li, il est trop tard. Je dois rentrer à la maison rapidement. Je vous emprunte votre robe de chambre. Je remets le manche du couteau dans la main de Li Mingjuan. J'enfile la robe de chambre et je me précipite dans l'averse. J'ai couru jusqu'au lieu du crime. J'ai cherché dans les environs pendant plusieurs tours. Des passants se dépêchaient occasionnellement, mais aucun ne ressemblait au genre de meurtrier qui s'arrêterait en chemin pour commettre un crime. À 23h30, la rue était déserte. J'ai sorti mon téléphone pour vérifier les caméras de surveillance. Bézi était assise sur le canapé. Elle dormait comme un petit poussin, hochant la tête, mais elle résistait toujours, regardant la porte de temps en temps dans sa nuisette. Attends que je rentre à la maison, je serre les poings,
j'enlève mon imperméable. Je continue à errer près du lieu sombre, jusqu'à après minuit, je n'ai toujours vu aucune personne suspecte. Dans mon cœur, je suis envahi par un sentiment profond d'impuissance et de froid. Ai-je vraiment manqué quelque chose? Si le meurtrier n'est pas retrouvé, comment laver l'injustice de Bézi? Je lève la tête. Laissant la pluie battante me recouvrir, mon regard devient de plus en plus ferme. Soudain, mon téléphone vibre. Je clique immédiatement sur la surveillance. Sur l'écran, Bézi, bien qu'endormie, force elle-même la peur de la solitude. Elle se promène à la porte, le visage plein d'inquiétude. Le cri soudain de Wewe la surprend. Elle se retourne rapidement vers la caméra et dit « Je te promets, je rentre tout de suite ». Elle traîne son corps fatigué et se blottit à nouveau dans la couverture. Son expression se détend enfin. En regardant la rue vide, je reste sous la pluie battante. Laissant l'eau glacée couler sur moi, c'est mon habitude depuis des années. L'eau froide rend mon cerveau plus actif. Je commence à revoir follement tout ce que j'ai rencontré ce soir, le commis du dépanneur, YZ. 3 voyous. Je mets de force tout le monde dans la liste des suspects. Quand YZ a été volé par les voyous, son sac était retourné. On n'a rien trouvé sur lui. Sans parler de l'arme du crime. À exclure, les 3 voyous. Bien qu'ils aient un motif, le type de couteau qu'ils détenaient ne correspond pas du tout. À exclure. Le clochard et le livreur n'ont pas non plus eu le vrai couteau. Après avoir exclu toutes les personnes impossibles, ma mémoire s'arrête. Elle se verrouille sur une personne que je croyais absolument impossible, Jeanne Yann. Parce que sa mère était gravement malade, elle s'est précipitée à l'hôpital et a laissé tomber le couteau sur les lieux. Mais si sa mère s'est rapidement stabilisée, une demi-heure lui suffit pour faire l'aller-retour à l'hôpital. Si elle était sur le chemin du retour. Parce qu'elle a découvert qu'elle avait perdu le couteau, et qu'elle est allée en racheter un autre dans un magasin voisin. Le dossier contient bien un enregistrement. Entre 22h et 23h ce soir-là, quelqu'un a acheté à la hâte un couteau à fruits, et son heure de retour évite parfaitement la période où moi et Monsieur Lee sommes allés chez elle. En analysant toute la chaîne, le suspect Jeanne Yann s'agrandit instantanément. Pour vérifier cette théorie, c'est très simple. Allons chez Jeanne Yann maintenant et frappons à la porte. Si elle est déjà rentrée et qu'elle a vraiment acheté un couteau, alors son suspicion sera entièrement prouvée. Je me souviens de l'endroit et je suis arrivé près de chez elle. Mon cœur s'est soudainement effondré. La lumière de sa maison était allumée. Je prends une profonde inspiration et frappe à la porte. La porte s'ouvre. Jeanne Yann est pieds nus, une serviette sur la tête. Vieux Zou, qu'est-ce que tu fabriques? Pourquoi n'es-tu pas encore rentré si tard? D'où vient cet imperméable? Je suis entré. Mon regard s'est immédiatement fixé sur un couteau à fruits tout neuf sur la table. Monsieur Lee me l'a prêté. Tu rentres juste maintenant? Oui, ma mère a eu un petit souci. J'étais tellement inquiète que j'ai oublié de te prêter mon parapluie. Qu'est-ce que tu fais tard le soir comme ça, sans rentrer à la maison? Rien de spécial. J'ai aimé me promener avec Linju. Tu es parti à la hâte tout à l'heure, ton couteau est tombé par terre. Pourquoi en as-tu acheté un nouveau? Merde, c'est pour ça que j'ai beau chercher dans toutes mes poches, je ne le trouvais pas. Où est-il tombé? Maître Lee l'a jeté à la poubelle. Il l'a même confisqué. Tant pis alors. De toute façon, ce couteau a coupé du bois, il est un peu émoussé. Je viens d'en racheter un nouveau en passant. Il souriait négligemment, tandis que mon cœur était sombre. Son heure de rentrée correspond exactement à l'heure du crime, et il a vraiment acheté une arme identique. Les soupçons ne peuvent être totalement écartés. Je choisis mes mots avec soin, décidé à le tester directement. Jeanne Y.E. On est amis, n'est-ce pas? Comment cela peut-il être considéré comme ça? Nous sommes tous de bons frères. Tu as des problèmes? Dis-le-moi franchement. La voyant agir avec tant de loyauté. Je ne veux pas te voir un jour faire des choses regrettables. Réfléchis bien aux conséquences. Tante ne peut pas se passer de tes soins. Ne fais rien d'illégal. Jeanne Yann était stupéfait. Elle avait complètement mal compris mes intentions, pensant que j'avais découvert son secret. Elle prévoyait de vendre de fausses cigarettes à l'école. Elle n'était pas en colère, au contraire, elle était très touchée que je vienne la réprimander. Ne t'inquiète pas, personne d'autre ne le sait. Je suis quelqu'un de discret. Tu ne le sais pas encore? Je ne le ferai pas. Mon objectif étant atteint. Je me lève pour partir. Je ne savais pas qu'une maladresse involontaire comme celle-ci l'avait complètement dissuadé de vendre de fausses cigarettes. Alors que je me retournais pour entrer dans la forêt de Yunmu, il m'a frappé le cœur derrière moi. Il a juré secrètement qu'il m'avait reconnu comme son frère pour la vie. J'ai fait mes adieux à Jeanne Yann, le cœur plein d'émotions complexes. Je suis rentré chez moi sous une pluie battante, mais mon humeur s'est peu à peu éclaircie. Si Jeanne Yann était vraiment le meurtrier, alors à l'heure actuelle, il en est encore à un stade où il peut être guidé vers le droit chemin et éliminer ses mauvaises pensées. J'ai rencontré tellement de monde ce soir. Pour le moment, personne n'est plus suspect que lui. En rentrant chez J.I. après minuit, avec le bruit de la porte qui s'ouvre, Bézi, qui était à moitié endormi sur le canapé, a soudain ouvert les yeux, en me voyant rentrer. Il a immédiatement montré un sourire joyeux et a trottiné vers moi. Mais en s'approchant, il a découvert que j'étais trempé comme un chien mouillé. Tu es allé acheter un yak de montagne, comment as-tu pu te mettre dans un tel état? La pluie et le vent étaient trop forts, le parapluie s'est cassé. Le yak de montagne s'est aussi envolé. Tu ne peux plus manger. Va vite prendre un bain chaud, tu vas attraper froid comme ça. En le regardant, le visage plein d'inquiétude, j'ai souri. Le lit de la chambre d'Ami n'a qu'une planche dure. Rien n'est aménagé.
Tu peux te débrouiller avec le canapé ce soir, ou viens dormir avec moi. Je vais dormir sur le canapé. Son petit visage était brûlant, sa gorge serrée comme si elle était bouchée par du coton, incapable de parler. Je vais d'abord me changer et m'installer, puis je m'occuperai de ton repos. Je n'ai pas remarqué son état particulier, et je suis entré dans la salle de bain en tenant mes vêtements. Bézi a hoché la tête mécaniquement. Ce n'est que lorsque le bruit de l'eau a retenti dans la salle de bain qu'elle s'est effondrée sur le canapé, comme si ses os avaient été retirés. Elle pressait ses mains contre ses joues brûlantes. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé, je suis sorti enveloppé dans le yukata. Je voulais l'appeler pour qu'elle dorme dans la chambre, mais je l'ai vue recroquevillée sur le canapé, serrant une couverture comme un chaton, dormant profondément. Elle respirait paisiblement. Je me suis approché lentement, me suis accroupi et les regardé dormir. En regardant sa respiration régulière, j'avais toujours une sensation irréelle, comme si je rêvais. En tendant la main pour écarter les mèches de ses cheveux de son visage. Les gouttes d'eau encore humides sur mon bras ont touché ses lèvres entr'ouvertes. Elle a inconsciemment léché. J'ai rapidement serré mes doigts. Soudain, comme un coup de tonnerre, Bézi s'est retourné et a fait tomber la moitié de la couverture. J'ai tendu la main pour l'attraper, mais j'ai touché sa cheville chaude. Je pouvais clairement sentir sa respiration régulière devenir erratique, ses cils tremblaient violemment et sa température corporelle augmentait progressivement. Elle s'est réveillée mais n'a pas ouvert les yeux. Je n'ai rien dit, mais je l'ai serrée fort dans mes bras, avec la couverture. Je me suis dirigé calmement vers la chambre. La jeune fille dans mes bras devenait de plus en plus nerveuse. Je l'ai posée doucement sur le lit. J'ai retiré la couverture et j'ai mis la mienne. Ensuite, je me suis penché et me suis approché de son oreille. Son souffle chaud l'a fait instinctivement se rétracter. J'ai souri, me suis retourné et suis sorti. Lorsque la porte s'est fermée, Bézi a ouvert les yeux dans l'obscurité. En fait, du salon à la chambre, ce n'était que quelques pas. Son cerveau était déjà vide. Elle était extrêmement nerveuse, mais elle ne s'attendait pas à entendre un doux bonne nuit. Elle a enfoncé ses petites mains dans le bord de la couette et l'a portée à son nez. La légère odeur de gel douche persistait sur la couette. Pour la première fois, elle ne s'est pas recroquevillée complètement. Au lieu de cela, elle s'est blottie contre la couette et s'est endormie profondément. Le lendemain matin, la violente pluie qui avait duré toute la nuit s'était enfin calmée. Bézi, bien reposée, s'est levée tôt et a enfilé les vêtements séchés la nuit précédente. Afin de tenir ma promesse de faire le ménage, j'ai été silencieuse. Elle a été très consciencieuse, rangeant ma chambre impeccablement. Mais lorsqu'elle est sortie de la pièce, elle s'est soudainement figée. J'étais tellement fatigué la nuit dernière que j'ai dormi sur le canapé, enveloppée dans le yukata et couverte par la couverture. À ce moment, j'étais dos à elle, mais le yukata qui aurait dû m'envelopper était tombé par terre à un moment donné. Le petit visage de Bézi s'est contracté et elle a rougi instantanément. Pour détourner son attention, elle a habilement utilisé les ingrédients du réfrigérateur. Elle a préparé des sandwichs et du lait chaud, mais son esprit n'a cessé de repenser à cette scène qui faisait rougir les oreilles. Au moment où Bézi a posé le petit déjeuner sur la table, je me suis également réveillé sur le canapé, à moitié endormi, à moitié éveillé. Instinctivement, j'ai cherché mon arme sur la table de chevet, mais je n'ai touché que le verre froid de la table basse. J'ai brusquement soulevé ma main gauche pour me redresser. La blessure à l'épaule gauche, dont je me souvenais avoir été causée par la poursuite, n'a pas ressenti la moindre douleur. J'ai appuyé sur mes tempes. J'ai froncé les sourcils et soulevé le yukata. La peau sous mes yeux a instantanément rompu avec mes souvenirs. Les cicatrices de combat avaient disparu. À leur place, une peau jeune et lisse comme neuve. Je me suis complètement réveillé. Je suis vraiment revenu 10 ans en arrière. Je me retourne brusquement vers la porte grande ouverte de la chambre, mon cœur ratant un battement. C'est alors que je m'affale lourdement sur le canapé, poussant un long soupir de soulagement. Tant mieux, ce n'était pas un rêve. Il avait vraiment survécu à cette nuit de tempête. Avant, en tant qu'inspecteur, je portais le fardeau d'une culpabilité et d'une fatigue sans fin. Je n'avais jamais profité d'une journée de vie de jeune homme. Maintenant qu'il est là, ma jeunesse est revenue. Cette fois, je décide de vraiment faire pousser un quelque chose. Bézi jette un coup d'œil furtif depuis la salle à manger. Il est temps de se lever et de manger ce week-end. J'ai déjà préparé le petit déjeuner. J'espère que ça te plaira. Je me suis mise à table. Je l'ai senti en suivant l'odeur. Une fragrance alléchante de pain et de lait flotte dans l'air. J'arrive tout de suite. Je marche jusqu'à la table. Bézi est assis là, m'attendant tranquillement. La prochaine fois, tu n'as pas à m'attendre. Mange d'abord. Ce n'est rien. De toute façon, on attendra que tu aies fini pour faire la vaisselle ensemble. Goûte pour voir si ça te plaît. Si ça doit être amélioré, je ferai comme tu voudras la prochaine fois. Tes talents culinaires pourraient te permettre d'ouvrir une boutique à l'école. Je pourrais te prendre comme apprenti. Au début, quand je vivais seule, j'étais assez active. Maintenant que je vis avec toi, j'ai peur d'être transformée en paresseuse. Ah. Bézi pose ses mains sur ses joues, son sourire s'épanouissant. Je croque dans mon sandwich. L'œuf chaud enrobé de fromage glisse sur ma langue. C'est incroyablement bon. Je prends une serviette en papier. Je lui essuie négligemment la graisse qui colle à son nez. Les oreilles de Bézi rougissent instantanément. Embarrassé, il baisse la tête pour remuer son lait. Après le petit déjeuner, j'allais ranger la table quand sa main s'est tendue vers moi. Cette main était douce mais fraîche. Bézi a insisté pour faire toute la vaisselle. Il a nettoyé la cuisine de manière extrêmement efficace et impeccable. Il sort juste de la cuisine et jette un coup d'œil autour de lui, prêt à continuer le travail.
Je lui attrape la petite main qui essaie de s'activer et le force à s'asseoir sur le canapé. Tu n'as pas l'air très en forme. Tu n'as pas le droit de travailler ces 2 prochains jours. Je suis le maître ici, tu dois écouter mes ordres et bien te reposer. Sinon, je te mettrai à la porte. Daisy est confus par mes paroles et hoche la tête docilement. Viens faire du shopping avec moi un moment. Je vais t'acheter de nouveaux vêtements. Je rentre chercher des affaires de rechange. En mentionnant rentrer, son expression devient visiblement réticente et mal à l'aise. Pas besoin. Achète de nouveau. Si tu n'as pas d'argent, ce sera pour ma part. Tu me dois ça. Tu dois rester ici et être ma nounou pendant tout ce temps. Si tu ne rembourses pas, je ne te laisserai pas partir. Daisy comprend naturellement l'intention taquine derrière mes mots, et une chaleur traverse son cœur. Enfin, un sourire paisible apparaît. Il répond à voix basse, où achètes-tu tes vêtements d'habitude? Dans la friperie au coin derrière l'école. Pour 50 yuan, on peut s'offrir une tenue complète. Mais je les désinfecte sérieusement. Je les fais bouillir 3 fois avec du savon et je les fais bien sécher au soleil. Dans sa voix hésitante, on perçoit une pointe d'inquiétude. Craignant que je ne le rejette à cause de cela, je me souviens soudain d'un endroit. Les vêtements là-bas sont très bien. Elle a été soudainement prise par la main par moi, son visage est devenu tout rouge et s'est légèrement cogné contre mon épaule. Elle n'a pas résisté, me laissant la tenir, et s'est arrêtée devant une vitrine en verre au coin de la rue. La porte en bois de la tailleur était entr'ouverte, le tintement de la clochette rouge et la mélodie lente du phonographe se mélangeaient. Elle regardait les tissus chers et sombres dans la vitrine, pinçant maladroitement le poignet de mon week-end. La propriétaire est une ancienne camarade de classe de ma mère. Nous faisons principalement affaire avec des étudiants, ce n'est pas cher, n'hésite pas à entrer. J'ai ouvert la porte, une odeur de coton pressé flottait dans le magasin, Chouyi, derrière le comptoir, a levé la tête. Ses yeux se sont posés sur nos mains jointes, et elle a souri, ses rides s'estompant, quelle jolie fille. Tu as amené ta petite amie pour essayer des vêtements? Ses oreilles sont devenues instantanément rouges. J'ai remarqué sa nervosité. J'ai doucement lâché sa main, Chouyi, aide-la à choisir quelques vêtements pour le changement de saison. Quel genre de vêtements veux-tu? Des tissus en pur coton? Chouyi a souri et a tiré ma main. Elle s'est promenée jusqu'au fond du magasin, ne pouvant couvrir que le cou et en dessous. Elle avait toujours l'impression d'être exposée à mon regard. Elle a rétréci ses doigts et s'est assise près de la fenêtre. Elle ne pouvait pas se concentrer sur la lecture du catalogue d'échantillons, mais la voix douce et subtile derrière le comptoir lui parvenait clairement, celui-là. Pour la dentelle, tu n'en as vraiment pas besoin. Fais confiance à ta tante, choisis ce que tu aimes. Tu aimes ça, et elle l'aime aussi. 2 oiseaux avec une pierre. Elle voulait expliquer leur relation, mais les mots lui sont restés coincés dans la gorge. Finalement, elle a rougi et a choisi. Après avoir choisi les sous-vêtements, Chouyi lui a apporté quelques vêtements et s'est caché à l'intérieur. Entendant le bruissement des tissus, j'ai soudainement senti une goutte de sueur couler sur mon front, et j'imaginais sans cesse à quoi elle ressemblerait. Elle a fait un demi-tour, et la lumière l'a enveloppée dans une couleur de coton-miel semi-transparente, sa jupe flottant comme un beau papillon éthéré. Ma gorge s'est serrée et j'ai soudainement bougé pour l'aider à lisser le tissu. J'avais mal à la 2e rangée de boutons. Mes doigts ont effleuré accidentellement sa peau sensible. J'ai retiré rapidement ma main, et j'ai attrapé un chapeau de paille à large bord et l'ai mis sur sa tête. Avec une expression embarrassée, il semble que vous soyez toutes les deux très satisfaites. Essayez cette tenue. Elle a à nouveau montré la robe, qui était semi-transparente. Dépensez de l'argent pour votre belle-fille. Elle ne sait pas à quel point elle sera heureuse. Je pensais que vous étiez déjà mariés et que tout était réglé. J'ai souri amèrement et les supplié à plusieurs reprises de garder le secret. Chouyi a souri et lui a donné une réduction de 10%. Lors du paiement, elle a emballé le soutien-gorge séparément et a murmuré à mon oreille, « Ta petite amie a une silhouette. » Chouyi vous a aidé à le choisir. J'ai reniflé, et rougissant, j'ai sorti ma carte de crédit. J'ai jeté un coup d'œil à mon regard et j'ai vu ma main en train de regarder une nuisette en dentelle près de la fenêtre. Sous la lumière, elle semblait incroyablement jeune et belle. En un éclair, la photo de mort horrible sous la pluie battante est de nouveau apparue dans mon esprit. J'étais stupéfait, je serrais les poings, jurant dans mon cœur que tant que je serais en vie, je protégerais de toutes mes forces cette beauté devant moi. J'ai rangé les vêtements. Il ne restait plus que la literie. Je marchais devant, portant les sacs de course, la toile blanche, les draps. Elle jetait des coups d'œil furtifs sur moi. Le bas de sa robe, qui ne correspondait pas, dans le sac de course, ondulait légèrement dans le vent. Le magasin de meubles est au 4e étage. Choisis ce que tu aimes, peu importe. De toute façon, tu dormiras dessus à la fin. Après avoir dit cela, nous sommes entrés dans l'ascenseur. Nous nous tenions côte à côte. Zumo a tourné la tête pour regarder Bézi. Bézi baissa légèrement la tête, tenant les sacs de course dans ses mains, ses épaules rougies. Le numéro sur l'écran de l'ascenseur montait. Zumo se tenait à côté d'elle. À ce moment-là, nous ressemblions à un jeune couple qui fait du shopping. Elle était un peu nerveuse et douce. Nous sommes arrivés au rayon literie. La lumière de la serre rendait tout très doux. Je poussais le chariot, marchant à ses côtés. La voyant se pencher pour choisir, j'ai eu l'illusion d'un jeune couple qui s'installait. Est-ce que ce sera trop cher? Qu'est-ce qui est cher? Si tu aimes, essaie d'abord. J'ai retiré une couette en soie. Je l'ai mise dans ses bras. Il a souri sans dire un mot. Je me suis accroupi devant l'étagère pour comparer les tailles. Il a secrètement remis la couette en soie 4 saisons et a pris une couette bon marché en coton et soie. Celle-ci a une bonne sensation.
Qu'est-ce qui est bien? La texture est si mauvaise. J'ai réalisé qu'il avait été dissuadé par le prix. Je me suis levé et j'ai doucement tapé sur son front. Une bonne literie peut améliorer la qualité du sommeil, et de toute façon, tu ne dormiras plus dans la chambre d'amis. Si nous la lavons et la nettoyons, nous pourrons la prêter aux invités. Ce n'est pas grave si c'est cher. Ces mots, nous et ne pas dormir dans la chambre d'amis, sont ambigus. Il a entendu un sens différent. Il était un peu abasourdi. Viens essayer le confort de ce matelas. Sans attendre sa réaction, je l'ai tiré dans la couette moelleuse en soie et j'ai habilement glissé un oreiller sur sa tête. J'ai doucement tapoté sa taille à travers le tissu. Bézi a gémi dans la couette douce, ses joues légèrement rouges. J'ai senti que l'air autour de nous était rempli d'une douceur semblable au miel. Après avoir acheté toutes nos affaires, il a regardé la couette en soie dans le panier. Il a dit doucement merci. Merci, Zuma. J'ai soudainement arrêté de regarder. Il s'est inconsciemment cogné dans mon dos. Ça va? À partir de maintenant, tu n'as plus à dire merci. Les actions sont plus éloquentes que les mots. Avant de me rembourser. Quoi qu'il arrive, tu ne dois pas avoir d'ennui. Bien qu'il ait hésité, il a quand même hoché la tête docilement. Allons-y, rentrons à la maison. Après avoir payé, j'ai laissé mon adresse au magasin pour qu'il livre les articles. J'ai pris les vêtements et les ramené à la maison. En passant devant le magasin de glutineux au coin de la rue, le parfum du vin de riz aux ossements est apparu. J'ai acheté une portion de gâteau de riz chaud. Je l'ai soufflé et l'ai mis sur ses lèvres. Il a mordu un pétale de fleur d'ossements sucré qui est resté collé au coin de sa bouche. J'ai habilement essuyé avec mon pouce. C'est bon? C'est très sucré et parfumé. La prochaine fois, je t'emmènerai dans la rue des amuse-gueules. Il y a encore plus de bonnes choses là-bas. Oui, écoute mes promesses. Il me regardait fixement, le regard perdu. Je ne savais pas qu'il m'avait en fait toujours gardé dans son cœur. Notre promesse d'enfance au parc. En rentrant avec mes livres d'école, la literie était déjà arrivée. J'étais à genoux sur le sol de la chambre d'amis, enfilant une couette. Bézi se tenait à côté avec un nouvel oreiller dans les bras. Laisse-moi faire. Je vais le faire, j'ai peur que tu te coudes dans la couette. J'ai secoué la literie étoilée et lunaire et l'ai retournée sur le lit. Le drap de lit bleu profond recouvrait sa tête. Maintenant, tout le lit, tout le prince, est à toi, jusqu'à ce que tu te rébellions. Ces simples mots ont touché le fond de son cœur. Il s'est soudainement retourné. J'ai perçu vivement une légère acidité dans l'air et j'ai vu ses épaules trembler de manière anormale. Il a pleuré. C'était peut-être la première fois qu'il ressentait le goût d'avoir un foyer, pour détendre l'atmosphère. J'ai fait une blague exprès. Ne sois pas ému tout de suite, je vais te faire payer le loyer comme d'habitude. Tu peux rester, mais tu dois réfléchir à comment rembourser ta dette. En entendant cela, Bézi s'est essuyé les larmes et s'est retourné. Ses yeux étaient légèrement rouges, mais un sourire incroyablement éclatant illuminait son visage. Un sourire éclatant. Je venais de tout installer pour Bézi et j'étais allongé sur le canapé, prêt à prendre un souffle. Une sonnerie de porte abrupte a retenti et a ouvert la porte. Jeanne Yann. Pourquoi es-tu venu? Je ne peux pas venir te voir si je n'ai rien à faire? Il y avait beaucoup de vent et de pluie la nuit dernière. Tu as sonné si fort, j'ai peur que tu attrapes un rhume. Ma mère m'a appris à faire une soupe réchauffante. Je te l'apporte. En regardant le thermos qu'il tenait, j'ai soudainement compris. Il s'est avéré que mon action de le persuader sous la pluie la nuit dernière l'avait ému, provoquant cet effet papillon. En regardant ce garçon devant moi, le visage plein de prévenance et d'amitié, je ne savais pas comment réagir. J'ai vraiment trouvé que ma tête était un peu étourdie. Prends en deux bols pendant qu'ils sont chauds. Jeanne Yann était sur le point d'entrer. Elle a soudainement vu Bézi que je protégeais derrière moi. Elle a été surprise et ses yeux ont immédiatement fait la navette entre nous deux. Tu connais Bézi. Je comprends. Belle sœur. Je ne suis pas venu au bon moment aujourd'hui. Cette soupe au gingembre et au sucre roux doit être bu chaude. C'est aussi bon pour la belle-sœur. Je dois aller à l'hôpital m'occuper de ma mère, donc je ne serai pas un rabat-joie. Jeanne Yann s'est retournée et s'est enfuie rapidement. En regardant son dos ensoleillé et simple, j'ai eu un mélange d'émotions. Je pouvais vraiment pas croire qu'une personne aussi loyale et amicale puisse être ce meurtrier cruel. J'espérais même avec impatience. J'espère seulement trouver rapidement un autre véritable suspect pour dissiper les soupçons qui pèsent sur lui dans mon esprit. Bézi a regardé dans la direction où Jeanne Yann est partie. On dit qu'il est un tyran très méchant à l'école, mais pourquoi ne ressemble-t-il pas du tout à ça? On ne peut pas juger un livre à sa couverture. C'est aussi une personne avec une histoire. Beaucoup de choses ne sont pas aussi simples qu'elles le paraissent. J'ai ouvert le thermos. Une forte odeur de gingembre s'est répandue. J'ai servi 2 bols et j'en ai donné un à Bézi. Bois le chaud. Tu étais aussi assez mouillé la nuit dernière. Tu as l'air fatigué ces derniers temps. Bois un peu pour te requinquer. La soupe piquante et sucrée est descendue dans ma gorge. La soupe réchauffante est entrée dans ma bouche. Une chaleur m'a soudain envahi. J'avais entendu parler de toi en mal, je ne m'attendais pas à ce que tu sois une personne aussi bien. C'est juste la vie qui t'a mis dans cette situation. Tu n'as pas toujours été comme ça. En entendant ces mots, le regard de Bézi s'est soudain assombri. Il est évident que ces simples mots l'ont profondément touché, car il a lui aussi eu une vie difficile. En ce qui concerne ta famille, je n'en sais que les grandes lignes. J'ai enquêté sur ton affaire auparavant. J'ai contacté tes parents, mais je n'ai pratiquement rien trouvé. Tes parents ont divorcé. Ils ont refait leur vie chacun de leur côté. Tu as toujours vécu avec ta mère. Cela m'a convaincu. Que si tu es venu te plaindre parce que tu étais à bout de ressources,
cela a absolument un lien avec ta famille d'origine. J'ai appris d'un voisin que tu t'es précipité hors de chez toi parce que tu t'étais disputé avec ton beau-père, et que tu l'avais même blessé. Mais quand je leur ai posé des questions, ils ont tout nié. Ils ont dit que ton beau-père s'était cogné. Il a accidentellement heurté ta mère avec le couteau qu'elle utilisait pour couper des pommes. Ils ont aussi dit que ton beau-père s'est mis en colère en voyant la photo d'un autre garçon sur ton téléphone, ce qui a déclenché la dispute. Peu de temps après que tu sois parti, ils sont allés à l'hôpital. La surveillance a confirmé leur heure d'arrivée à l'hôpital. Cela a écarté toute suspicion. Cependant, quand ils ont appris ta mort, ton beau-père n'a eu aucune réaction. Ta mère, elle, a crié de douleur sur place. Et ce qui m'a le plus attristé, c'est que l'enquête a montré qu'après être sorti de chez ta mère, tu es allé chez ton père. Mais tu en es ressorti peu de temps après. Les caméras de surveillance te montraient la tête basse. Plus abattu qu'à ton arrivée. Cette nuit de pluie torrentielle, tu as été rejeté par 2 familles et tu es finalement venu chez moi. Je n'ose imaginer le désespoir que tu as ressenti quand tu as frappé à ma porte. Chaque fois que j'y pense, un regret dévorant m'envahit. J'ai l'impression d'être submergé par une vague de remords. Heureusement, le destin m'a donné une seconde chance. Je ne te laisserai plus jamais partir. Je suis entré dans le salon avec un verre de lait chaud. Tu lisais dans un coin. La lumière douce esquissait ta silhouette frêle. J'ai aperçu une légère trace pâle, en forme de croissant de lune, sur l'intérieur de ta main gauche. Goûte ça. J'ai ajouté du miel. Je lui ai tendu le verre. Elle était sur le point de le prendre quand elle s'est souvenue de mon énergie. Elle a ravalé le liquide. Dans l'arôme laiteux, j'ai remarqué que tu me regardais. Est-ce que tu veux devenir une diseuse de bonne aventure? Oui. Quand j'aurai appris, je te ferai des prédictions. Elle a souri et nous avons parlé. Soudain, un crissement de pneus strident a retenti à l'extérieur. Tu as brusquement figé, ton corps s'est raidi. Le lait s'est renversé. J'ai rapidement pris ta main tremblante. Après avoir confirmé qu'il ne s'était rien passé dehors. Je me suis assis à tes côtés et j'ai doucement serré ta main. Ne t'inquiète pas, tu me dois encore une dette. Tant qu'elle ne sera pas remboursée, personne ne pourra t'emporter. Quand j'aurai appris, je te dirai si on est compatible. J'ai peur que tu ne me vois comme une créancière. Entendant ces mots, son visage est devenu tout rouge. Elle avait déjà secrètement comparé le destin de leurs 2 vies. Par surprise, ils étaient très compatibles. Quelle était ta première option à l'université? J'ai quelques idées, mais je n'ai pas encore décidé. Moi, c'est simple. Ce que tu embrasses, j'embrasse aussi. Tu me dois une grosse dette. Si je ne te garde pas à l'œil, tu vas t'enfuir. Et je perdrai tout mon investissement. La feuille de papier dans la paume de ma main, je trace doucement des cercles. En regardant mes yeux rieurs, un goût aigre-doux monte dans ma bouche. Je veux postuler à l'université de Kyoto. Ou à la psychologie de l'université Ito de Kyoto. Ces 2 universités ne sont pas faciles. Pourquoi as-tu décidé d'étudier la psychologie? L'image de sa mère devenant folle m'a traversé l'esprit. Sa mère souffrait-elle d'une maladie mentale depuis le début? La feuille de papier ouvrit la bouche, mais n'expliqua finalement rien. Cette spécialité est bonne. Et je peux aussi renforcer ma propre capacité de résilience psychologique. Je vais travailler dur. Alors je vais t'aider à étudier. Il me regarda avec surprise. Mes notes actuelles ne me placent qu'au milieu de la classe, tandis qu'il est en tête. Quoi? Tu me sous-estimes? Non. Tu mens. Quand tu mens, tu n'oses pas regarder les yeux des autres et ta voix s'interrompt. Je sais. Ces mots, pour lui, signifient que je l'ai secrètement observé tout ce temps. La douceur dans son cœur dépassa instantanément celle du lait. Pour prouver sa valeur, il fit plusieurs pages à la hâte. Rapide et précis. En fait, c'était pour entrer à l'académie de police du peuple et retrouver le vrai coupable. J'ai étudié de manière presque fanatique. Ces problèmes sont déjà gravés dans mon âme. En voyant ma force cachée de baron de sang. Une lueur d'admiration brilla dans les yeux de la feuille de papier. Alors ne devrais-je pas te devoir encore une feuille pour les études? Que ferais-je si je ne peux pas payer? J'ai sorti du papier et un stylo pour lui. C'était juste une blague, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il les prenne vraiment. Il baissa la tête et commença à écrire sérieusement. Je voulais voir ce qu'il allait écrire, mais le résultat. Sur le papier, il a juste écrit « Fille de papier, achète une vide » et a laissé un grand espace au milieu. Il sourit et me rendit le papier. Tu dois te coucher à midi. Tu n'as pas le droit de te lever avant 7 heures demain. Demain, je ferai le petit déjeuner. Il me regarda avec surprise, puis son cœur se remplit de joie. Maître Zé, dit-il en souriant brillamment. La nuit tombait, sous mon ordre autoritaire, la feuille de papier alla se coucher docilement. Je lui versai un verre de lait chaud. Ne t'inquiète pas pour la serrure, je vais sortir. Il regarda la poignée de porte, mais finalement ne la verrouilla pas. De retour dans la chambre, je poussai un soupir de soulagement. Les affaires étaient une façon d'anesthésier ma culpabilité. J'ai travaillé frénétiquement, refusant même le poste tranquille assigné par mon mentor, de peur qu'en étant inactive, je ne pense à elle. Maintenant, je suis revenu 10 ans plus tôt. Elle a été sauvée, et moi aussi, enfin libéré. Après une autosuggestion, je me suis endormi profondément. Dans mon rêve, je suis retourné dans un coin d'un parc de mon enfance. Une petite fille, comme une poupée de porcelaine, pleure. Pourquoi es-tu si grande et tu pleures encore? Je ne pleure pas. Est-ce qu'ils t'ont maltraité? Je vais leur dire de s'excuser. La petite fille l'arrête précipitamment et dit que cela n'a rien à voir avec les autres. Xiao Zumo sort un mouchoir propre préparé par sa mère.
Elle essuie doucement ses larmes. Pourquoi me regardes-tu bêtement? Elle se regarde dans l'eau avec un air adorable. Ce qui fait sourire la petite fille. Ah, je m'appelle Zumo. Je viens souvent jouer ici. Si tu as des soucis à l'avenir, tu peux venir me trouver. Au son de l'appel de sa mère, le petit garçon s'éloigne. Ding-ling-ling résonne dans la pièce. J'ouvre brusquement les yeux, marmonnant en même temps. Pourquoi ai-je rêvé soudainement de mon enfance? Au même moment, Bézi est également plongé dans le rêve de ce parc. Arrête de pleurer. Je pensais que c'était pour une raison. Mes parents m'ont tous abandonné. Je n'ai pas pleuré. Bézi la regarde avec surprise. Elle ne s'attendait pas à ce que ce petit garçon soit si résistant. Elle le serre dans ses bras et le réconforte. Que feras-tu si tes parents te quittent? Tu vivras avec tes grands-parents. J'ai entendu les adultes dire qu'ils reviendraient une fois leurs affaires terminées. Ils disent qu'après le départ de mes parents, j'aurai une nouvelle famille, et qu'ils ne voudront plus de moi. J'ai tellement peur. Alors viens chez moi. Ma maison est assez grande. Mes parents ont dit qu'ils voulaient une fille. On pourrait être une famille. Ces paroles innocentes font couler à nouveau les larmes de Bézi. Il s'avère qu'il existe encore une place pour elle dans ce monde. Cependant, depuis ce jour, il n'est jamais revenu. Il a laissé une note remplie de mots gribouillés, placée à l'endroit où ils se sont rencontrés. À la fin du rêve, Bézi regarde son dos qui s'en va. Sans qu'elle sache quand, ses yeux étaient remplis de larmes. J'ai ouvert la porte de la chambre d'amis et réveillé Bézi. Sur la table, j'avais spécialement préparé du riz aux jujubes et haricots rouges, et du gruau de lys pour lui redonner de l'énergie, en le regardant manger le gruau comme un chaton. Je suis resté là, fasciné. Pourquoi me regardes-tu comme ça? J'ai soudain réalisé que tu ressemblais à quelqu'un d'une petite fille rencontrée il y a longtemps. Elle a déménagé après moins d'un demi-mois. Je pense que tu lui ressembles. Elle ne t'a pas fait d'adieu? En entendant la question de Bézi, je me suis replongé dans mes souvenirs. Pas d'adieu en personne. C'est en voyant une note déchirée que j'ai su qu'elle était partie. La note était ruinée par la pluie. Il ne restait plus qu'une moitié. En regardant Bézi, je me suis rendu compte de plus en plus qu'elle ressemblait à cette petite fille. Je lui ai demandé si elle avait rencontré un petit garçon dans le parc quand elle était petite. Elle a souri malicieusement. Devine. À ce moment, l'humeur de Bézi est visiblement plus joyeuse. Elle a finalement compris. Si je n'ai pas réagi en entendant son nom à l'époque, c'est parce que la note où était écrit son nom avait été déchirée. En apprenant que je me souvenais encore d'elle, elle s'est rebellée comme rarement et n'a pas répondu directement. Je suppose que tu n'es pas elle. Parce que tu es bien plus belle qu'elle. Voyant son visage rougir instantanément, je lui ai dit, plein de fierté. Après le petit déjeuner, je l'ai emmené faire les courses pour un téléphone. Après tout, je ne peux pas la garder à mes côtés 24h24. Pendant ce temps, je réfléchissais à la manière de demander de l'argent à ma mère, qui vit loin. J'ai dépensé beaucoup d'argent hier soir pour des vêtements et de la literie de luxe, et ma limite de carte de crédit est bientôt atteinte. J'ai envoyé un message pour emprunter 5000. Je ne m'attendais pas à ce que ma mère m'envoie directement 50 000. En voyant le message de ma mère disant « Dis-moi si tu manques d'argent, et une bonne relation ». J'ai souri amèrement. Il semble que Chouyi ait déjà signalé à ma mère que j'avais emmené une fille acheter des sous-vêtements. Avec ce soutien financier massif, je me suis senti beaucoup plus confiant. As-tu un endroit où tu aimerais aller? J'aimerais me promener dans le parc du vieux quartier. Le parc du vieux quartier? Ce n'est pas là que j'ai rencontré cette petite fille il y a des années. En combinant ses paroles précédentes, son passé de famille recomposé après la séparation de ses parents, et en pensant à son habitude de ne pas regarder les gens dans les yeux et de faire des pauses en parlant lorsqu'elle ment. Tous les détails se sont parfaitement assemblés à cet instant. Une immense excitation m'a envahi. Dans ma vie précédente, après sa mort, mon monde a sombré dans l'obscurité, et je n'ai eu aucun regret pour mon unique enfance. En y pensant attentivement maintenant, elle est cette petite fille d'autrefois. Le parc là-bas est bien pour faire voler un cerf-volant. Allons acheter un cerf-volant en chemin, et après, allons faire du shopping dans la rue des snacks. D'accord. Je n'ai jamais fait voler de cerf-volant avant. En la voyant heureuse à l'idée de faire voler un cerf-volant, comme un enfant. Mon cœur était rempli d'émotions. Les expériences quotidiennes des gens ordinaires sont pour elle des expériences rares. J'ai fait une promesse silencieuse dans mon cœur, peu importe combien de couleurs lui manquaient, je les lui apporterai toutes. Je vais d'abord t'acheter un téléphone portable. Si tu n'en as pas, que se passe-t-il s'il t'arrive quelque chose? Comment tes créanciers te retrouveront-ils? En entendant cette excuse prétexte, il a hoché la tête en souriant. Nous avons poussé la porte en verre du magasin de téléphone. Le vendeur a soulevé avec enthousiasme la housse de protection et nous a recommandé un téléphone rose adapté aux jeunes couples. En entendant cela, Bézi a timidement saisi le bord de sa jupe verte. J'ai pointé du doigt. Le téléphone rose Yanxia, affiché à 4888 yuan. Voyant qu'il fixait le prix, j'ai directement tendu la main pour masquer sa vue. Ne regarde pas ce que tu ne devrais pas. Le patron a dit que c'était à vous de décider. Le vendeur a apporté un téléphone modèle et nous a demandé de nous prendre en photo. Le cadre de la photo a capturé mon profil. Bézi a appuyé sur le déclencheur en panique. Mais sur la photo, il n'y avait qu'un coin. Je dois me tenir à cette distance pour que mon autoportrait soit beau. Je me suis rapproché et j'ai pris sa main. La chaleur de ma paume a traversé le dos de sa main et a pénétré sa peau. Je me suis penché presque contre lui et j'ai appuyé sur le déclencheur. L'écran s'est allumé. Sur l'image, il levait légèrement la tête, mon profil était collé à ses cheveux, et le verre derrière nous reflétait. Nos ombres entrelacées.
Quiconque regarderait nous prendrait pour un couple de jeunes amoureux qui se prennent en photo. Après avoir acheté le téléphone, le vendeur a proposé de graver gratuitement les initiales des noms du couple. Alors, gravez ça. GNCM GNCM. Le papier blanc regarde ces lettres. Son visage est plein d'une émotion, les 3 premières sont les initiales de mon nom en pinine, mais qu'est-ce que signifient les 2 dernières lettres? Quand elle est sortie du magasin, elle était encore là, perdue dans ses pensées, elle a failli tomber sur le paillasson. Je l'ai attrapée fermement dans mes bras, le parfum de ses cheveux flottait autour de mon nez. Regarde où tu marches, petite idiote. Dis-le-moi vite, sinon je ne pourrai pas m'empêcher de penser, elle a rarement tiré sur ma manche en faisant la capricieuse. D'accord, j'ai peur de toi. Suis-je ton chef? Et même signifie my master. Bien sûr, cela peut aussi être traduit par d'autres sens. Le papier blanc a soudainement compris, soudain, elle a semblé penser à autre chose. Son cœur s'est soudainement accéléré, son petit visage rose et potelé est redevenu tout rouge. En regardant le papier blanc avec son visage rougeau, j'ai secrètement pensé, ces 2 lettres ne veulent rien dire, elle a sûrement pensé à d'autres choses. Mon homme, je ne lui ai pas dit cette partie, ce genre de cœur timide et impatient de jeune fille. La rendait particulièrement charmante à ce moment-là. Le bus cahotait vers la vieille ville, c'est là que nos enfants se sont superposés. J'ai sorti un écouteur et l'ai doucement mis dans son oreille. Tu as entendu cette chanson? Sincèrement, ne pleure pas, mon amour, je l'aime bien. À ce moment-là, une vague de souvenirs a refait surface dans ma mémoire. Dans mes vies antérieures, j'ai écouté cette chanson d'innombrables fois tard dans la nuit. Les restes de la vie de Daonian l'ont laissé, la phrase fleur de péché qui s'épanouit dans les paroles, et la chute à l'apogée de la beauté. C'était comme une prophétie de son destin. La voix éthérée et persistante de Letting résonnait dans les écouteurs. Le papier blanc écoutait. Des larmes coulaient silencieusement. Je ne savais pas que dans sa vie antérieure, elle avait voulu mettre fin à sa vie sur le toit d'innombrables fois. C'est l'ombre de ce petit garçon d'enfance qui l'a soutenu jusqu'à aujourd'hui. Les larmes actuelles. C'est son adieu à son passé, sa transformation. Elle est entrée dans la tristesse, mais une main douce s'est posée sur ma joue. Dans les yeux de Bézi, il y avait une détresse déchirante. Comme quand elle était petite, elle m'a soudainement étreint fort. La chaleur de son dos de jeune fille se superposait à celle de la petite fille qui m'avait réconforté dans le parc dans mes souvenirs. Je ne l'ai pas traitée avec indifférence. Que le temps s'arrête ici. Le soleil du matin filtrait à travers la vitre, dissipant les nuages sombres qui pesaient sur nous depuis longtemps. En descendant de voiture, l'air de la vieille ville se mêlait au parfum frais des feuilles d'arbres. Les boutiques de petit déjeuner autour, les vélos qui sonnent. Tout n'a pas changé. Allons acheter des cerfs-volants au bout de la ruelle. Bézi était comme un enfant curieux, me suivant de près. Nous nous sommes arrêtés devant un étal de cerfs-volants. Elle a immédiatement repéré ce cerf-volant papillon rose pêche. Petit couple, vous voulez un chacun? Celui-ci, le bleu, va très bien. Donnez-moi 2 cerfs-volants. Comment pourrais-je avoir l'occasion de lui toucher la main? Ah! La vendeuse a été amusée par moi. Bézi a souri. Sa nervosité initiale s'était beaucoup dissipée. Le vent de printemps sur mon visage. Je courais devant avec le cerf-volant, lui montrant comment le lancer. Accélère, cours vite. Sous mes instructions. Le vent du papillon prend enfin son envol, le papier blanc lève les yeux vers le ciel, ses yeux brillent d'une lumière jamais vue auparavant. Tu veux essayer? Je lui tends la bobine, le vent se renforce soudainement. Elle fait une pirouette, je la serre par derrière, ma paume chaude sur le dos de sa main. Je te fais un massage des épaules, je sens le parfum de jasmin de tes cheveux, je me souviens que tu disais toujours quand tu étais petite que le parfum de nuage était comme de la barbe à papa. Tu voulais savoir quel goût ça avait, maintenant j'ai trouvé quelque chose de plus parfumé, c'est toi. Parce que ton sourire est doux et sucré comme de la barbe à papa, juste au moment où nous avions cette douce interaction. J'ai soudainement vu une silhouette familière apparaître à proximité. Jeanne-Yann, qu'est-ce que tu fais là? Tante, rien. Jeanne-Yann fut un instant interloqué. Il dit en riant qu'il attendait un ami. Suivant le regard de Jeanne-Yann, je pointe du doigt qu'il regarde fixement. Une jeune fille qui aide sur le stand de barbecue de son père. En regardant cette fille, je me suis soudain rappelé les tristes événements de la vie passée de Jeanne-Yann. Dans sa vie passée, Jeanne-Yann et cette fille étaient amoureux. Pour dissiper les préjugés du père de la fille dû à sa réputation de voyou, Jeanne-Yann a fait de grands efforts, a raccourci ses cheveux. Enlevé ses tatouages, s'est éloigné de ses amis débauchés, et même ses vêtements sont devenus propres et ordonnés. Cependant, peu importe comment il changeait, aux yeux du père de la fille, il était toujours un loup avide cherchant à tromper les sentiments de sa fille. La fille avait pitié de Jeanne-Yann, s'est enfuie de chez elle et a emménagé chez lui. Bien que la mère de Jeanne-Yann soit heureuse, elle conseillait souvent à la fille de rentrer et de bien parler à son père. Qui aurait cru que le père de la fille, au lieu de comprendre, viendrait directement avec la police? Devant les voisins, il a traité Jeanne-Yann de tous les noms, disant qu'il avait ruiné la réputation de sa fille et qu'il allait la poursuivre en justice pour viol. La mère de Jeanne-Yann souffrait déjà d'une grave urémie et d'autres complications. Ce choc l'a rendue furieuse et elle est morte sur le coup. Le père de la fille a été complètement abasourdi. Il voulait juste effrayer Jeanne-Yann, mais il ne s'attendait pas à ce que cela cause la mort. Une belle union est instantanément devenue une haine mortelle. La mère de Jeanne-Yann était son seul soutien spirituel. La douleur immense et la colère l'ont presque poussé à se suicider sur place. Bien que le père de la fille ait regretté et se soit adouci plus tard,
comment Zhang Yan pourrait-il vivre avec la fille de celui qui a tué sa mère, contre sa conscience? Finalement, les deux se sont séparés et ont pris des chemins différents. Peu de temps après, Zhang Yan a quitté la ville après avoir obtenu son diplôme. Des années plus tard, je l'ai rencontrée par hasard dans un bureau d'enquête. Elle était devenue une femme brisée, dormant sous un pont, une sans-abri. La douleur extrême avait consumé sa vie. Elle ne pouvait que passer le reste de sa vie dans la misère. En me souvenant de son état idiot et délirant à l'époque, j'ai ressenti une douleur dans mon cœur. Par conséquent, même si le couteau de la vie passée pointait le doigt vers lui, je croyais fermement que il n'était absolument pas le genre de meurtrier odieux. J'avais l'intention de donner les 100 000 yuans que j'avais préparés pour les indices sur le fugitif à Zhang Yan. Avec le cautionnement de l'honneur du poste de police, les préjugés du père de la fille contre lui seraient certainement réduits. Yan Zi. Qu'est-ce qu'il y a, vieux Zhu? Je te le dirai demain à l'école. Zhang Yan se caressa la tête. En parlant, un jeune homme tenant un petit garçon est passé. En me voyant, il s'est figé sur place. YZ, quelle coïncidence. Tu sors faire les courses avec ton petit frère? YZ a hoché la tête, impassible, comme si elle ne savait pas quelle expression adopter. Mon frère est bon. Son jeune frère, Y11, était très gentil car j'avais aidé son frère. Il m'était très proche. Petit 11, tu es si sage. J'ai souri et j'ai posé ma main sur la tête de Y11. Cependant, Bézier aperçut subtilement que le regard de YZ sur moi n'était pas normal. Quand elle a touché Y11 ce week-end. Dans les yeux de YZ, il y avait une envie et une frénésie incontrôlables, une envie extrême que son jeune frère puisse recevoir mon affection. Elle voulait être à la place de son frère. L'émotion intense faisait trembler légèrement tout son corps. Bézier a été troublée par ce regard étrangement passionné. Elle ne pouvait pas distinguer si c'était une méchanceté extrême ou une forme de gentillesse inquiétante. Remarquant le regard de Bézier, YZ a soudainement tourné la tête, son regard acéré fixé sur elle. Bézier a reculé d'un pas, effrayée. Elle s'est cachée derrière moi, agrippant fermement ma manche. J'ai levé les yeux vers YZ. Elle a instantanément retiré toute son arrogance, redevenant cette image triste et décolorée. Je ne comprends pas ce qu'elle pense d'habitude. Continuez votre shopping. J'ai mangé à ma faim et je m'en vais. YZ a hoché la tête, embarrassée, se penchant légèrement en avant. Bézier, as-tu mangé à ta faim? Tu dois aller à l'école demain. Coucher tôt ce soir. J'ai mangé à ma faim, mais je ne te préparerai pas de collation de nuit. En entendant cela, les pupilles de YZ se sont contractées, elle a ouvert la bouche comme pour demander quelque chose. Mais elle a fini par la refermer. J'ai mangé à ma faim, allons-y. Bézier semblait un peu effrayé, me tirant pour quitter rapidement le petit monde, jusqu'à ce que le sol tremble une nuit entière. Grand frère, grand frère. C'est alors que YZ a retiré son regard de l'interface, et a montré un sourire rare et doux à sa famille. Bézier avait trop mangé, assise sur le canapé, elle se frottait doucement le ventre. Je me suis assise à côté d'elle. Prenant ses deux petites mains, je lui ai massé le ventre pour aider à la digestion, la regardant patiemment et sérieusement. Bézier a rougi. Cette atmosphère chaleureuse lui donnait l'impression d'être plus à l'aise que chez ses propres parents. Je suis allé à la cuisine lui préparer une boisson secrète à base de miel et de citron. À ce moment-là, Bézier assise sur le canapé. Cependant, elle a soudainement sombré dans la peur de perdre ce qu'elle avait acquis. La longue oppression familiale lui faisait craindre que ce bol de bonheur onirique ne soit qu'une illusion éphémère. Elle craignait de se réveiller demain et de devoir faire face à nouveau à cette maison glaciale. J'ai remarqué son changement. Je suis allé lui toucher le front avec mon front pour vérifier sa température. Après avoir confirmé qu'elle n'avait pas de fièvre, je me suis assise à côté d'elle. Le miel et le citron étaient accompagnés d'un peu de menthe. Pour aider la digestion, j'ai remué le thé avec une cuillère en porcelaine et l'ai lentement apporté à ses lèvres. Elle était d'abord trop gênée pour le boire elle-même, mais avec mon insistance protectrice et imposante, je lui ai donné une cuillère après l'autre. Chaque gorgée de thé que j'avalais, une chaleur douce et sucrée glissait le long de ma gorge vers mon estomac. Je le regardais, sans impatience, avec une douce attention. Dans les yeux clairs de Bézier, une humidité se formait. Les doutes et l'agitation qu'il avait si longtemps refoulés étaient lentement dissous par ce profond sentiment de sécurité. Cette nuit-là, Bézier dormit profondément. Dans ses rêves, il revit ses grands-parents et leur raconta, les larmes aux yeux, remplis de bonheur, qu'il avait rencontré un garçon très gentil. Vers la fin de son rêve, il me prit la main, disant au revoir à ses grands-parents dans le ciel en leur faisant signe. Son état d'esprit avait aussi subtilement changé, trouvant enfin le calme et la tranquillité tant recherchés. Le lendemain matin, Bézier se leva tôt et prépara le petit déjeuner. En le voyant s'affairer, je réalisai qu'il était complètement différent. Son humeur était beaucoup plus joyeuse et optimiste. Après le petit déjeuner, nous avons enfilé nos uniformes et sommes sortis côte à côte. Bézier, trouvons un moment ces 2 jours pour aller chez toi et déménager tes affaires. En entendant le mot « chez toi », Bézier se rétracta visiblement. Ses doigts se crispèrent soudainement. Je saisis simplement sa main gauche glacée, lui transmettant la chaleur de ma paume. Ce week-end, je ne veux vraiment plus y retourner. Il serra ma main comme s'il la tenait, ses yeux remplis d'une confiance pure et d'un désir ardent. Crois-moi, je ne te laisserai pas y retourner. Avant que tu ne déménages, tu ne repartiras pas. Bézier hocha la tête en souriant. Après avoir vu la lumière la plus éblouissante de sa vie, il eut enfin le courage de fuir complètement cette obscurité. Le lendemain,
Bézi et moi sommes allés à l'école côte à côte. Dans la salle de classe, les élèves lisaient à voix haute. Nous nous sommes juste installés à nos places, Bézi et moi. Quand Sujin, mon voisin de table, s'est approché, l'air curieux. Vous êtes allé au marché de nuit hier, n'est-ce pas? Vous aviez l'air si tendre. Est-ce vrai? Bézi rougit. J'ai pincé Sujin avec surprise. Lui chatouillant la joue dorée par le soleil. Qui te l'a dit? Avoue tout de suite. C'est Y11, le frère de YZ. Il a dit que la belle demoiselle était en rendez-vous. J'ai relâché ma prise avec un soupir. Quelques garçons de la classe, entendant la rumeur, se sont joints aux moqueries. J'ai jeté un regard sérieux sur eux. Tout le monde s'est calmé et a repris la lecture matinale. C'est alors que une femme d'âge mûr au charme discret est apparue soudainement à l'entrée de la salle de classe. J'ai jeté un coup d'œil et c'était en fait la mère biologique de Bézi. Au moment où je l'ai vue apparaître, le corps de Bézi s'est figé. À l'instant suivant, il s'est tourné vers moi pour chercher de l'aide. Le professeur principal s'est approché de la porte et a échangé quelques mots, puis s'est retourné vers la salle de classe. Bézi, ta mère te cherche. Après avoir reçu mon regard suggestif, Bézi a poussé un soupir et s'est levé pour se diriger vers la porte de la salle de classe. À peine sorti, sa mère a changé d'expression pour en prendre une d'excuse, et a échangé quelques mots avec le professeur. Le professeur est retourné dans la salle de classe, visiblement mal à l'aise. Assis à ma place, mon regard a traversé la fenêtre pour observer Bézi, qui se tenait non loin de la porte. Pendant tout ce temps, il gardait les yeux baissés, les lèvres serrées, laissant sa mère débiter ce qu'elle avait à dire en face. Après un long moment, sa mère a semblé lancer froidement quelque chose, puis s'est détournée et est partie directement. Ce matin, encore un peu agacée par ma promesse, elle était assise à son bureau quand son moral était visiblement au plus bas. Elle a levé les yeux vers moi, un peu inquiète. Je n'ai pas posé de questions. Je lui ai juste adressé un sourire déterminé et plein de sens. Voyant mon sourire, ses épaules tendues se sont légèrement relâchées, et son expression s'est calmée. Idiot. Pourquoi ta mère t'a appelé? Rien, juste quelques histoires de famille. Les enfants ne devraient pas se mêler des affaires des adultes. Je t'emmènerai à la boutique après, maintenant, concentre-toi sur tes leçons. J'ai tapoté sa tête curieuse avec mon livre, et j'ai résolu son problème pour cet idiot. Mais intérieurement, j'avais déjà planifié ma prochaine étape, puisque les ombres de sa famille d'origine la suivaient de près. Je devais obtenir plus de moyens pour rester à ses côtés, en toute légalité. La leçon était presque terminée. Je suis monté sur la scène et j'ai chuchoté une requête à l'oreille de maître. À votre âge, vous devriez d'abord vous concentrer sur vos études. Maître, faisons un pari, d'accord? Si je rentre dans le top 10 de la classe à l'examen final cette semaine, vous me laisserez changer de place. Pour m'asseoir à côté de lui. En entendant un top 10 de la classe, le regard calme de maître s'est illuminé. Il n'est pas si rigide. Si tu peux surmonter tes émois d'adolescence, maître acceptera. Je lui ai souri et j'ai croisé mon petit doigt. De retour à ma place, j'ai immédiatement ouvert mon livre. J'ai commencé une révision frénétique. Tongzu m'a regardé comme si j'étais un monstre. Sujin s'est exclamé. Pourquoi es-tu si soudainement blessé? Je l'ai ignoré, car je savais que c'était une partie que je devais gagner. La lecture du matin terminée, j'ai tenu ma promesse. J'ai emmené l'idiot et Sujin à la boutique. Sujin a choisi 10 yuan de bonbons, essayant de se venger de ma pincée de joue ce matin. Voyant que l'idiot n'était toujours pas de bonne humeur, j'ai pris une sucette sur l'étagère et la lui ai donnée. Mange quelque chose de sucré pour refaire le plein d'énergie. En repensant à ce matin, après l'école,